Bonjour. Si vous aimez les hiéroglyphes, vous allez être content. Il va y avoir beaucoup de nouveaux, donc beaucoup de blabla et en plus de l'écriture acrophonique pour le fun. Et jusqu'à maintenant, les hiéroglyphes absents de J-Sèche sont davantage présents dans les textes des pyramides. Dans les vidéos sur les parties du corps, ce ne sera pas le cas. Parlons de notre dos maintenant. Notre premier lexème présenté, c'est Yat, attesté à toutes les époques. À la 19e et à la 20e dynastie, il existe la variante en At, et de même à la basse époque. Il va y avoir des nouveaux hiéroglyphes pour déterminer le dos. Le premier est le F37B, qui représente la colonne vertébrale. C'est une graphie du F37. Il est noté par exemple en déterminatif de la deuxième variante à l'Ancien Empire et en idée à la période gréco-romaine. Il reste dénommé F37B, qu'il soit inversé ou pas. Le F37E est utilisé par exemple dans la dernière graphie au Nouvel Empire et à la basse époque incliné pour un meilleur cadran. Le F37N est dans l'avant-dernière graphie au Nouvel Empire. Ces hiéroglyphes représentent la colonne vertébrale, des variantes du F37, avec tantôt 4, 5 et 6 représentations des côtes de chaque côté. Et l'on va en avoir d'autres au numéro 131. Mais voyons d'abord le numéro 130. Le dos, ça, est connu à toutes les périodes. À la basse époque et à la période gréco-romaine, il est davantage déterminé par la colonne vertébrale ou le signe de la chair. Les graphies gréco-romaines, avec le Y et le T, sont superfétatoires. C'est pas une surprise. Le signe supplémentaire dans les deux dernières graphies gréco-romaines est le AA18A. C'est un nouveau hiéroglyphe et c'est une variante du AA18. Et l'on va continuer avec des nouveaux hiéroglyphes pour le terme P-Sedge, qui traduit le dos, mais également la colonne vertébrale, pour toutes les époques. L'on voit à travers ces graphies l'évolution en P7 au Moyen Empire, P7 au Nouvel Empire, avec une métathèse en plus en Pédès et en déterminatif phonétique pour la dernière graphie gréco-romaine. Nous avons mis beaucoup de variantes. Vous vous en êtes aperçus. C'est dans le but de maximiser les nouveaux hiéroglyphes pour les personnes qui sont friandes de hiéroglyphes et mis à part qu'ils soient employés pour déterminer le dos, vous ne les verrez que rarement. Le premier, c'est le F172. Il représente la moelle de la colonne vertébrale. On peut le voir en déterminatif des deux variantes à l'Ancien Empire. Ensuite, le F37H est dans l'avant-dernière graphie au Moyen Empire. Et pour la dernière graphie au Moyen Empire, nous avons le F37I. Le F38A est dans la troisième graphie du Nouvel Empire. Et enfin, le dernier, le F37M, est dans la dernière graphie du Nouvel Empire. Le F37H, I, M et le F38A sont bien entendu des graphies du F37, mais le F172 n'est pas une variante graphique. Allez, on va passer à la page suivante. Un autre terme à tester pour désigner la colonne vertébrale de l'Ancien Empire à la 26e dynastie, c'est Pekessu. Dans un premier temps, la lecture était Kebesu. Heureusement, par la suite, on a constaté que le Q avant le B ne désignait qu'un joli cadran pour bec. Bref, que dire? Ah oui, pour l'Ancien Empire, pour la variante, le déterminatif triplé est le F139. D'ailleurs, ce terme est toujours au pluriel. Le F139 l'indique bien. On parle bien sûr de la colonne vertébrale, les vertèbres. On pourrait imaginer un terme Bekes pour désigner la vertèbre,
mais il n'existe aucune attestation de ce terme. Revenons à notre F139, il représente le bas de la colonne vertébrale par une ouverture. Faut vraiment l'imaginer. Et on l'imaginera beaucoup mieux quand il désignera une autre partie du corps que l'on verra plus tard. Ou alors, vous attendez la prochaine vidéo de tous les hiéroglyphes et vous aurez la réponse. Et à cette date de publication de la vidéo, je n'ai pas son numéro. Après la colonne vertébrale, nous allons voir les désignations des vertèbres. Le premier est Chess, de l'Ancien Empire au gréco-romain. Ce lexème, au singulier, désigne la vertèbre de toute la colonne vertébrale, cervicale, thoracique et lombaire. Dès le Nouvel Empire, le terme peut être au féminin. Pas de nouveaux hiéroglyphes. Passons au numéro 134, comme la dent qui se dit Chesset, au numéro 96 de la vidéo 239, qui peut s'écrire de la même manière avec le déterminatif de la chair. Pour plus de précision, les Égyptiens ont rajouté Bekessou après Chess. À savoir que le terme Chess signifie beaucoup de choses. Et il existe également le terme Chess pour désigner le cou que l'on a vu au numéro 107 dans la vidéo 240. Mais l'ensemble désigne la vertèbre et non pas littéralement le cou et la colonne vertébrale à la suite. À la 19e et 20e dynastie, il existe également une autre expression en nat et soutenat, littéralement les vertèbres de la colonne vertébrale ou du dos. Ce n'est pas une expression toute faite, elle est désignée ainsi et on a mis l'exemple avec l'article na pour la nostalgie du néo-égyptien que l'on a vu maintenant il y a fort longtemps. Car on avait expliqué que les expressions ou les vocables étaient typiques de l'égyptien de tradition dans nos exemples pour les parties du corps. Celle-ci, c'est pour le fun. Les vertèbres cervicales, comme le nom l'indique, représentent les vertèbres en haut de la colonne vertébrale, au total de 7. Cette désignation est connue à la 16e et à la 17e dynastie dans les textes médicaux. Et le terme nerbet désigne bien le cou. Et enfin, pour désigner les vertèbres lombaires, les dernières de la colonne vertébrale, à la 16e et 17e dynastie, dans les textes médicaux, nous trouvons Tches-Sen Pesed. Nous avons vu que le terme Pesed peut se traduire par la colonne vertébrale ou le dos. C'est donc dans ce contexte que le dos doit se traduire ainsi, puisque l'on parle de la région lombaire. Certes, à défaut d'avoir les textes médicaux égyptiens, on ne peut pas le déduire dans notre exemple. Passons maintenant au numéro 138. Le terme suivant, Khepa, traduit le nombril, mais également le cordon ombilical. C'est logique puisque c'est la continuité, me direz-vous. Les évolutions phonétiques ne sont plus une surprise du re en re et en che. À la 5e dynastie, la variante shepa peut être confondue avec la pupille que l'on a vue au numéro 42 de la vidéo 236. Mais confondre la pupille et le nombril, il faut tout de même être très étourdi ou on fait de l'humour. Quoi qu'il en soit, le déterminatif qui est représenté par le hiéroglyphe Y24, dans notre cas, simplifie l'ouverture en arrondi de notre nombril. Le hiéroglyphe de la pustule AA2 donne le bilitaire ou le trilitaire, on le connaît, et le F27, c'est pour les termes en relation avec la peau. L'époque macédonienne est celle qui précède la période ptolémaïque. Elle commence par notre Alexandre le Grand. Abusivement, ce pourrait être la 32e dynastie. Mais je dis bien abusivement. Voyons maintenant la dernière graphie ptolémaïque qui représente des acrophonies évolutives comme on les aime. Restez bien assis. Le premier signe est le M132 et le deuxième est le K18B. Ce sont deux nouveaux hiéroglyphes. Le M132
est une graphie simplifiée du M16 avec deux tiges de papyrus qui sont opposées. Le M16 peut donner le quadrilatère Khébit, par exemple, dans le nom d'une ville qui s'appelle Kémis. Cette valeur quadrilatère n'est pas notée pour ce signe dans la liste de tous les hiéroglyphes, car cette valeur n'est pas générale. Jusqu'à maintenant, par rapport à nos exemples. La valeur Re est donc l'acrophonie de Khébit et la graphie simplifiée du M16, le M132, donne également l'unitaire Re. Maintenant, passons au deuxième signe, le K18P, qui représente le brochet du Nil sur les jambes D54. C'est une graphie du hiéroglyphe K18 que nous n'avons pas mis dans notre liste de tous les hiéroglyphes. D'ailleurs, on le rajoutera avec le K18B. Ce K18 représente une graphie du brochet, le poisson, à nouveau, avec la queue placée horizontalement. Le J sèche vous le montre plus en détail dans la liste. Ce K18 détermine des termes en relation avec le départ et la fuite. Également la colère, mais principalement avec le verbe initier, introduire, qui se dit baisse avec un B et un S. L'évolution phonétique de baisse devient également pesse, le B et le P sont assez proches. Puis le S de pesse a simplement été enlevé par acrophobie, mais pour la dernière lettre. Au final, nous avons Re et P. Cela donne REP. Maintenant, imaginez les extrêmes durées des explications et des vidéos pour expliquer les centaines de signes acrophoniques. Vous pouvez vous relever et écouter plusieurs fois si cela vous intéresse, ou alors vous réveiller, car il reste encore de lexème et gare à vos fesses. Eh oui, il existe naturellement des lexèmes pour traduire notre derrière anatomique, avec Répédoui, qui a évolué phonétiquement depuis l'Ancien Empire. Nous avons deux fesses. Logiquement, l'écriture est au duel. Mais si c'est logique, on peut trouver le terme au singulier pour le derrière, l'arrière-train ou le fessier. Les Égyptiens en ont fait de même. Répédoui, puis répède, répèdge, répète, et à notre époque macédonienne et ptolémaïque, péred en métathèse, l'inversion de signe. Le déterminatif de la deuxième variante à l'Ancien Empire représente très clairement, à s'y méprendre, au terme qui nous intéresse. C'est le D318. Le suivant, dans la troisième variante, est une queue de poisson. C'est donc l'arrière. C'est le K25 et également à la basse époque. Et pour notre troisième nouveau hiéroglyphe, nous avons le K23, le tilapia K1 sans la tête. Il représente l'arrière également. Oui, je sais, il pourrait représenter un corps sans tête. Bon allez, on est d'accord, on va pas polémiquer, sinon polémiquer ne vont pas être d'accord. Ah, quel humour de merde. Et je n'ai pas parlé de la Macédoine de légumes avant la période ptolémaïque. C'est lourd. À noter que la troisième graphie du Nouvel Empire, restons sérieux, est déterminée par le F38A parce qu'en bas du dos, il y a les fesses. Ah, ils sont forts ces Égyptiens. Et enfin, un lexème est recensé pour la 5e et 6e dynastie avec Anénet, qui est féminin avec un double déterminatif, mais ce n'est pas un duel. On pourrait dans ce cas traduire par le postérieur. Et ce déterminatif représente bien l'arrière, comme pour la deuxième graphie du Nouvel Empire de la lexie précédente, Répèdge.
il existe un lexème au duel anenti pour une autre partie du corps. Mais comme d'habitude, de Claude François, on verra plus tard. Bon allez, on arrête, je suis fatigué, j'ai faim, j'ai soif. D'ailleurs, je vais boire tout de suite mon café, ça prendra juste une seconde. Et tous les signes d'une personne normale, quoi, les signes physiologiques. Et dans cette vidéo et la précédente, nous avons fait la connaissance de 19 nouveaux hiéroglyphes, tout de même. Portez-vous bien, bonnes vacances pour celles et ceux qui vont, ou qui sont, ou qui reviennent, parce qu'on peut leur souhaiter qu'ils ont passé des bonnes vacances quand ils vont revenir. Vous avez passé des bonnes vacances? Allez, salut!